Bonjour tout le monde. Donc on reprend les cours après des vacances bien méritées. La dernière fois, on avait vu les piles, comment fonctionnait une pile. Donc une pile, je vous rappelle, c'est un générateur qui permet de faire fonctionner un circuit électrique. Donc on va continuer dans le circuit électrique en parlant de circuit RC. Un circuit RC, c'est un circuit dans lequel on a une résistance et un condensateur. Donc résistance, conducteur ohmique, vous connaissez déjà. Et maintenant, on va voir ce qu'est un condensateur. Donc on va quand même faire des rappels avant ça. Donc un condensateur dans un circuit électrique, en général, c'est ça. Dans les circuits électroniques, vous avez déjà vu des cartes mères. Donc dans les cartes mères, vous avez déjà vu des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est un condensateur dans lequel on a quelque chose qui est avec un F, un mu devant ces micros. F, c'est pour farad. C'est l'unité de la capacité du condensateur. On verra ça plus tard. Donc, pour commencer, on va voir comment est-ce qu'on écrit les tensions et l'intensité dans un circuit. On a deux conventions pour ça. Soit la convention récepteur, dans laquelle on écrit la tension dans le sens inverse de l'intensité. Donc l'intensité du courant arrive dans ce sens-là. Ça veut dire que les charges électriques positives arrivent dans ce sens-là. Donc les électrons vont dans l'autre sens, qui sont négatifs. Et la tension, on l'écrit dans le sens opposé pour la flèche à l'intensité. Ça veut dire qu'on va écrire UAB. La flèche, le bout de la flèche indique la lettre par laquelle on commence. Donc UAB, donc VA moins VB. Ça veut dire que ici j'ai un potentiel A, ici j'ai un potentiel électrique qu'on appelle B. Donc la différence de potentiel électrique s'appelle la tension entre A et B. La tension aux bornes du dipôle AB. Donc ce dipôle récepteur peut être un conducteur ohmique, donc résistance, une lampe, un moteur, peu importe. Ça peut être même un condensateur. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a la convention générateur. La convention générateur, c'est, cette fois-ci, vous avez un courant électrique qui va dans ce sens-là, et on met la tension dans le même sens que le courant électrique. Donc cette fois-ci, comme la flèche est dans le sens de B, donc on commence par B, UBA, et ici donc on a VB moins VA. Donc là, le potentiel en B moins le potentiel en A donne la tension aux bornes du dipôle AB, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Quelle est la différence entre la convention récepteur et la convention générateur? C'est juste comment est-ce qu'on oriente la tension. Vous vous rendez bien compte que si on prend le même dipôle, parce que c'est possible hein, de mettre un conducteur ohmique aussi en convention générateur. On peut aussi le mettre en convention générateur. Mais en général, on n'utilise pas un conducteur ohmique en convention générateur. En général, c'est en convention récepteur. Mais imaginez qu'on prenne un conducteur ohmique, donc une résistance, en convention générateur. Mais dans ce cas-là, ce sera le R pour résistance. Et on aura UBA et pas UAB. Donc dans ce cas-là, si la tension UAB est égale à 3 volts, donc dans la convention générateur, ce sera juste moins 3 volts. Donc c'est juste le signe de la tension qui change. Pourquoi est-ce qu'on utilise une convention récepteur et une convention générateur? Parce que en convention récepteur, si vous mettez les récepteurs en convention récepteur, ils auront une tension positive. Si vous mettez les générateurs en convention générateur, ils auront une tension positive. Par contre, à l'inverse, si vous mettez un générateur en convention récepteur, il aura une tension négative. Et si vous mettez un récepteur en convention générateur, il aura une tension négative. Donc le but, pourquoi est-ce qu'on choisit la convention récepteur ou générateur? Le but, c'est juste d'avoir une tension positive à chaque fois. Donc les récepteurs, on les met en convention récepteur, les générateurs en convention générateur. Et vous allez comprendre ensuite dans la loi des mailles à quoi ça sert. Donc avant de parler de la loi des mailles, on va parler de la loi des nœuds. Normalement, ce sont des lois que vous avez déjà vues, loi des mailles et loi des nœuds, vous les avez déjà vues normalement en seconde. Pour ceux qui ne les ont pas vues, vous les avez au collège. Et peut-être même en première, je ne me souviens plus. Qu'est-ce que la loi des nœuds? La loi des nœuds dit que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui repartent de ce même nœud. Qu'est-ce qu'un nœud déjà? Imaginez ici, vous avez un circuit électrique avec un fil ici, par exemple. Donc, vous avez un nœud ici, c'est comme si c'était un carrefour. Vous avez une route ici, vous avez un carrefour ici, en fait. Donc, si je vous dis que il y a un courant qui arrive là, un courant qui arrive là, et un courant qui repart là, et un courant qui repart là, ben, qui est-ce qui peut repartir? C'est forcément ceux qui sont arrivés. Donc, c'est comme si je vous disais, vous avez une route,
vous avez 10 personnes qui arrivent par cette route-là, 50 personnes qui arrivent par cette route-là. Donc en tout, il y a 60 personnes qui sont arrivées à ce nœud. Donc il y a forcément 60 personnes qui vont en repartir aussi. Donc ça va peut-être être 20 ici et 40 ici, ou 30 et 30. Mais en tout cas, les intensités qui arrivent à ce nœud-là est égale aux intensités qui en repartent. Donc si j'ai, je vais l'écrire. Ici, j'ai I2 plus I3, c'est ceux qui arrivent au nœud, est égal à I1 plus I4, c'est ceux qui repartent de ce nœud. Donc, ici, ce que je cherche, c'est I3. Donc, j'ai bien I3 est égal à I1 plus I4 moins I2. Je vais passer le I2 de l'autre côté. Donc, I3, c'est égal à 2 ampères plus 3 ampères moins 1,5 ampères. Et finalement, ça me donne 3,5 ampères. Donc, ça sert à savoir quelle est l'intensité du courant à chaque branche du circuit électrique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a un courant qui arrive au nœud ici, et on en a deux qui repartent. Donc j'ai 2,2 ampères qui arrivent, et j'ai 900 mA qui repartent ici, et ici on ne sait pas combien il y en a qui repartent. Donc c'est comme si vous disiez que j'avais 2,2 personnes qui arrivent là, 900 millipersonnes qui en repartent, donc 900 mA c'est comme si c'était 0,9 ampères, donc j'ai 0,9 personnes qui repartent ici, donc le reste part là, le reste des 2,2. Donc ça donne I3 égale I1 moins I2, j'ai juste isolé le I3, donc ça fait 2,2 moins 0,900. Donc n'oubliez pas ici d'avoir les mêmes unités. Si j'ai ampère ici, j'ai ampère ici, pour faire la soustraction, sinon ça ne fonctionne pas. Soustraire des ampères avec des milliampères, ça ne marche pas. Et deuxième chose, n'oubliez pas que quand vous convertissez, 900 milliampères, ce n'est pas 0,9 ampères, c'est 0,900 ampères. Donc n'oubliez pas les chiffres significatifs. Si vous en avez 3 ici, en convertissant, vous devez garder le même nombre de chiffres significatifs. Et au final, ça me donne 1,3 ampères. Un autre exemple, qu'est-ce qui arrive de ce nœud-là? À ce nœud-là, pardon. J'ai I1, I2 et I3 qui arrivent, et j'ai I4 qui repart. Pardon. Donc I1 plus I2 plus I3 égale à I4. Et finalement, comme je veux connaître I3, ça donne I4 moins I1 moins I2. J'ai juste isolé I3. Et finalement, on trouve 0,5 moins 0,2. 200 mA, c'est 0,200 ampères, moins 0,12 ampères, qui me donne 0,18 ampères dans cette branche-là. Non, n'importe quoi, dans cette branche-là. Donc j'ai bien 0,12 pardon, ici, plus 0,18 ici, ça fait 0,30, plus 0,200, ça fait bien 0,5. Ensuite, on va parler de loi des mailles. La loi des nœuds, vous avez compris. Maintenant, la loi des mailles. La loi des mailles parle des mailles. Un nœud, je vous avais dit que c'était quand vous avez un embranchement. Ici, vous n'avez pas de nœud parce que vous n'avez pas différentes mailles. Et une maille, c'est une boucle. Donc la loi des mailles dit quoi? Elle dit que la somme des tensions d'une maille est nulle. La somme des tensions d'une maille est nulle. À quelles conditions? À condition de prendre la même convention pour tous les dipôles. Donc soit vous mettez tout en convention générateur, soit tout en convention récepteur. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez le même sens des flèches à chaque fois. Ou une autre façon de définir la loi des mailles, plutôt que de tout mettre en convention générateur ou tout en convention récepteur, on peut dire, plutôt que de dire que si on met tout en convention générateur ou tout en convention récepteur, la somme des tensions est nulle, au lieu de dire ça, on peut dire que la somme de tout ce qui est en convention générateur est égale à la somme de tout ce qui est en convention récepteur pour la tension. Ça revient au même. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, ce qu'on veut connaître, c'est UDC, la tension aux bornes du moteur. Le moteur, c'est bien DC. Donc, on a bien UAF, donc ça, plus UFE, donc ça. Attention, ici, on a UAF, alors que là, on a UFA. Donc, en fait, il faut qu'on aille dans ce sens-là. UAF, plutôt, c'est dans ce sens-là. On met tout en convention récepteur, ici, par exemple. Donc, UAF plus UFE plus UDC plus UCB est égal à 0.
Ça veut dire que UDC, c'est égal à quoi? C'est égal à moins UAF. En fait, j'isole le UDC, donc je passe tout de l'autre côté. Moins UAF, moins UFE, moins UCB. Moins UAF, c'est quoi? C'est UFA. Moins UFE, je vais le laisser comme ça parce qu'on a UFE ici. Par contre, on n'a pas UCB, on a UBC, donc je vais mettre plus UBC. J'aurais pu mettre UCB, hein, vu que ici je vous ai dit que c'était égal à 2,2, alors que UBC c'est moins 2,2, mais peu importe. Donc finalement, on a 9 moins 3,8 moins 2,2, ça fait 3. 3 volts. Donc on peut savoir que ça, c'est égal à 3 volts. Comment on aurait pu le savoir autrement? Comme je vous l'ai dit juste avant. La loi des mailles, une autre version dit que le générateur, la tension du générateur, si c'est en convention générateur, c'est égal à la somme des autres tensions s'ils sont en convention récepteur. Donc par exemple, 9 est égal à 3,8 plus ça, plus 2,2. Donc 3,8 plus 2,2, ça fait 6, et il manque 3 pour arriver à 9. Donc 3 volts. Donc ça, c'est la loi des mailles. C'est assez simple. Donc on a bien 3 volts. Donc rappelez-vous de la loi des nœuds, loi des mailles, apprenez ça par cœur, on va l'utiliser souvent. Dernière chose à connaître sur les lois que vous connaissiez déjà, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle est assez simple. Vous avez un conducteur ohmique, donc une résistance, on appelle ça une résistance aussi, mais normalement ça s'appelle un conducteur ohmique, qui est traversé par un courant et qui a une tension à ses bornes, tension qu'on appelle UR. Pourquoi je mets I de T, UR de T? Parce que l'intensité et la tension peuvent varier au cours du temps. Donc ce sont des fonctions du temps. Et en fait, pour un conducteur ohmique, la tension aux bornes de ce conducteur ohmique est liée à l'intensité qui circule à travers ce conducteur ohmique, qui arrive dans ce conducteur ohmique. Et la loi d'Ohm, elle dit quoi? Elle dit que U est égal à R fois I. Donc ça veut dire que la tension aux bornes du dipôle, qui est en volts, est proportionnelle à l'intensité du courant, qui est en ampères. Et le facteur de proportionnalité, c'est quoi? C'est la résistance, qui est en ohms. Donc si c'est proportionnel, ça veut dire qu'on a une fonction linéaire. Donc, fonction linéaire, si on met U en fonction de I. Et le coefficient directeur, ça va être R, le facteur de proportionnalité. Donc voilà les 3 lois que vous connaissiez déjà normalement. Au pire, maintenant, vous les connaissez. Maintenant, on va passer au condensateur. Pour le circuit RC, on doit savoir ce qu'est une résistance, vous connaissez déjà, et ce qu'est un condensateur. Une résistance, je vais peut-être rappeler ce que c'est ce qui s'oppose au passage du courant, ce qui résiste au passage du courant. Donc plus la résistance est importante, plus le courant aura du mal à passer, à circuler. Donc l'intensité sera faible. Donc si vous avez une grande résistance, vous avez une intensité qui est faible. Une petite résistance, l'intensité sera grande. Maintenant, qu'est-ce qu'un condensateur? On ne va pas parler de condensateur autre que les condensateurs plans, même si il y en a d'autres qui existent, mais le plus simple, c'est un condensateur plan. C'est quoi un condensateur? Un condensateur plan, c'est un condensateur, c'est-à-dire ce sont 2 plaques en métal qu'on appelle des armatures. Et ces plaques en métal, ces plaques métalliques peuvent se charger ou se décharger. Donc si vous avez l'intensité du courant qui est dans ce sens-là, ça veut dire que les charges positives arrivent dans ce sens-là. Et les charges négatives vont dans l'autre sens. Donc elles vont s'accumuler ici. Donc ça veut dire que des charges positives vont arriver ici, ou alors que des charges négatives vont arriver ici. Et en gros, ce qui se passe quand vous avez un circuit, c'est que les charges qui circulent dans un fil, ce sont des électrons. Donc c'est plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc les électrons vont partir de la plaque. Donc la plaque, je vous rappelle, ce sont des atomes. Par exemple, imaginez que ce soit une plaque de cuivre. Ça veut dire que ça va être des atomes de cuivre. Donc certains électrons des atomes de cuivre vont partir de cette plaque, vont se libérer de cette plaque. Ça veut dire que comme j'avais ici au départ une plaque qui était neutre, vu que j'avais des atomes de cuivre, les atomes de cuivre sont neutres, ben, en enlevant des électrons, il y a une charge positive qui va apparaître. Et ces électrons-là vont circuler à travers le circuit, revenir ici. Et ils vont s'accumuler dans cette plaque-là.
Donc il y a autant d'électrons qui sont partis d'ici que ceux qui sont arrivés ici, que d'électrons qui sont arrivés ici. Donc si vous avez une charge qui est égale, je dis n'importe quoi, 3 coulombs sur cette plaque, ça veut dire que sur cette plaque, j'aurai moins 3 coulombs, forcément. Donc ces armatures sont séparées par ce qu'on appelle un isolant électrique, qu'on appelle un diélectrique. Ça peut être du vide, du verre, du plastique, peu importe. En tout cas, c'est un isolant électrique. Ça veut dire que les électrons ne peuvent pas passer directement de là à là. Ils sont obligés de suivre le circuit électrique. C'est un petit peu comme pour les piles. On en a parlé de ça. Il faut absolument avoir un fil électrique pour que les électrons passent d'une plaque à l'autre. Ils ne peuvent pas circuler à travers le fluide. Donc ça, ce sont les condensateurs que vous pouvez voir dans des cartes mères, par exemple. Et à quoi ça sert un condensateur? On verra ça à travers différents exercices. Donc c'est capable de stocker de l'énergie électrique, parce que ça stocke des électrons. Et ensuite, les électrons sont capables de faire le chemin inverse. Donc ça peut restituer l'énergie électrique. Donc ça stocke et ça restitue. Donc ça peut servir à quoi de stocker de l'énergie puis de la restituer à un autre moment? Ça peut servir à stabiliser les alimentations électriques. Si on veut qu'une alimentation électrique soit parfainement stable, soit toujours égale à 6 volts par exemple, et pas 5,9 parfois, 5,95 une autre fois, 6,05 une autre fois, que ce soit toujours égal à 6, on a besoin de condensateurs pour compenser ces variations. Ça peut servir à démarrer les moteurs électriques. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, on a besoin de beaucoup d'énergie électrique, alors qu'une fois que c'est démarré, une fois que le moteur est déjà en marche, le courant électrique normal suffit. Le courant suffit. Alors, donc au début, on a besoin d'un condensateur qui aura chargé toute cette énergie électrique. Et ça permet aussi de réduire les instabilités d'un circuit électrique. Donc en fait, là, je vous les mets juste pour que vous ayez une certaine idée d'à quoi peut servir un condensateur, mais en réalité, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir ici. Ça sert aussi par exemple, dans les capteurs de mouvement. Ça sert dans les capteurs de mouvement, ça sert aussi dans les écrans de téléphone, les écrans tactiles. Et ça, je pense qu'on aura peut-être un petit exercice sur ça. Sinon, au pire, je vous en mettrai un. Donc, comme une résistance, un condensateur, pardon, je reprends. Comme un conducteur ohmique a une caractéristique qu'on appelle sa résistance, un condensateur a une caractéristique qu'on appelle sa capacité. C'est quoi une capacité? C'est sa capacité à stocker une charge électrique sur son armature positive. C'est pour ça qu'on appelle ça une capacité. Et cette charge électrique qu'elle peut stocker dépend de sa capacité. Et proportionnelle même à sa capacité. Non, pas vraiment proportionnelle. Ça dépend si la tension est stable ou pas. Elle est constante ou pas. Donc la charge électrique, c'est égal à la capacité du condensateur fois la tension aux bornes de ce condensateur. Donc plus la capacité d'un condensateur est grande, plus elle pourra stocker de charge électrique sur son armature positive. Mais ça dépendra aussi de la tension qui est à ses bornes. Plus la tension qui est à ses bornes est grande, plus elle pourra stocker aussi des charges électriques. Et cette capacité qui est en farad, donc l'unité de la capacité c'est en farad, j'ai oublié de le mettre ici, mais bon, la charge électrique c'est en coulomb, vous vous souvenez normalement, la capacité est en farad et la tension est en volt. Donc c'est quoi le farad? Donc C, c'est comme si c'était égal à Q divisé par U. Donc c'est des coulombs divisés par des volts. Donc coulomb divisé par volt, c'est des farads. La plupart du temps, on n'utilise pas des farads parce qu'un farad, c'est beaucoup trop grand. Donc la plupart du temps, comme on l'a vu au tout début, c'est des microfarads ou des millifarads. Au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré une photo d'un condensateur, c'était en microfarad. Donc la capacité d'un condensateur dépend de plusieurs
chose, comme c'est sa capacité à stocker des charges électriques, donc ça va dépendre déjà du matériau du condensateur. Donc si vous prenez un matériau ou un autre, il n'aura pas autant de facilité à stocker des charges. Donc si vous prenez du cuivre ou de l'aluminium ou du fer, je dis n'importe quoi, il n'aura pas la même capacité à stocker des charges électriques. Deuxième chose, la surface des armatures. Plus la surface des armatures est grande, plus vous pourrez stocker des charges électriques. Ça, c'est simple à se représenter. Et ça dépend aussi de la distance entre les armatures. Donc finalement, vous avez une relation qui vous donne la capacité d'un condensateur. Donc la capacité d'un condensateur, c'est égal à la permittivité du matériau. Donc ça revient au matériau du condensateur. Donc ça, c'est epsilon. C'est la permittivité, c'est une caractéristique du matériau, fois la surface de l'armature, divisé par la distance entre les armatures. Donc la permittivité, c'est en farad par mètre, la surface, c'est en mètre carré, et la distance, c'est en mètres. Donc finalement, vous avez, comme Q et U sont proportionnels ici, et que le facteur de proportionnalité, c'est C, vous avez une fonction linéaire avec le coefficient directeur qui est C, si vous mettez Q en fonction de U. La charge, donc Q, c'est la charge sur l'armature positive du condensateur, et UC, c'est la tension aux bornes du condensateur. Il ne faut pas prendre n'importe quel U. Ne prenez pas la tension aux bornes de la résistance, ça ne voudrait rien dire. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un circuit RC? C'est un circuit dans lequel j'ai une résistance et un condensateur. Donc au départ, j'ai un générateur avec une résistance et un condensateur. Et quand je vais basculer l'interrupteur ici, tac, en position 2, j'aurai plutôt ce circuit qui va, le courant va circuler dans ce circuit. Au départ, ce circuit est ouvert, donc le courant ne circule pas, il circule que ici. Et à la fin, quand je vais basculer l'interrupteur ici, le courant ne va circuler que dans ce circuit-là. Donc au début, qu'est-ce qui se passe? J'ai une intensité du courant qui circule dans ce circuit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les électrons vont circuler dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'ils vont s'arracher à cette plaque-là pour venir se stocker sur celle-ci. Donc comme les électrons c'est négatif, cette plaque sera négative alors que celle-ci sera positive. Parce que j'aurai plus de protons que d'électrons sur cette plaque. Parce que je vous rappelle qu'une plaque est formée d'atomes. Un atome est formé de protons et de neutrons plus d'électrons. Donc si j'enlève des électrons, j'aurai plus de protons que d'électrons. Donc j'aurai des charges positives qui apparaissent. Donc ça, c'est quand c'est en position 1. Donc les électrons, comme je vous l'ai dit, s'accumulent sur cette plaque-là. Donc j'aurai une charge positive ici, une charge négative ici. Maintenant, si je bascule l'interrupteur en position 2, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inverse qui va se passer. Cette fois-ci, au départ, c'était ce générateur qui forçait le courant à circuler dans ce sens-là, donc les électrons à circuler dans ce sens-là. Maintenant, j'ai plus de pile, j'ai plus de générateur qui force le courant à circuler. Donc, est-ce que le courant va circuler? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai une différence de potentiel entre cette armature et celle-ci. Donc, les électrons qui sont ici vont vouloir se rééquilibrer, donc revenir à cet endroit-là. Donc, finalement, j'aurai une intensité du courant qui va circuler dans ce sens-là. Et ça, on le reverra après. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la décharge du condensateur. Alors que ici, on charge le condensateur. Au départ, les deux plaques sont nulles, n'ont pas de charge. Et quand je mets l'interrupteur ici, je place l'interrupteur et que j'allume le générateur de tension, les électrons vont s'accumuler ici. Donc ça veut dire qu'on a bien une charge du condensateur. On est en train de charger le condensateur. Donc pour l'instant, on va parler de cette étape-là, l'étape de charge du condensateur. Qu'est-ce qui se passe? On va attendre 2 minutes, il y a un petit problème. Voilà. Donc la loi des mailles qui s'applique à cette maille-là, donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Je rappelle que la loi des mailles dit que la somme des tensions
est égal à 0 si on a toutes les tensions en même convention. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le générateur en convention générateur et les récepteurs en convention récepteur. Donc, on a la tension aux bornes du générateur qui est égale à la tension aux bornes des récepteurs. La somme des tensions aux bornes des récepteurs. Donc, E égale à U plus UR plus UC. J'ai oublié de vous dire une chose. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant à dire ou pas. En réalité, E et R, tout ça, c'est le générateur. Mais là, en fait, on fait comme si ce générateur-là n'avait pas de résistance. C'est un générateur idéal. Alors qu'en réalité, un générateur, ça a toujours une résistance interne et qu'on a modélisée ici par une résistance qu'on appelle petit r. Alors que le grand R, c'est une résistance qu'on va vraiment mettre. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette relation-là, de la loi des mailles? On sait que R égale à R fois I. Ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, la tension aux bornes de la résistance petit r, c'est égal à cette résistance petit r fois l'intensité du courant qui circule dans cette résistance, dans ce conducteur ohmique. Donc, ça veut dire qu'on a UR est égal à R fois I. Je vous rappelle, on l'a vu quand on a vu les piles. I, c'est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, dQ sur dt. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment aussi? La diapo précédente, c'est que cette charge-là, elle est égale à quoi? À C fois UC. Donc ça, c'était la diapo précédente. Ça veut dire que dQ sur dt, qu'on a ici, je peux remplacer le Q par C fois UC. C'est égal à D fois C UC sur dt. Et finalement, on peut dire que I, c'est égal à dQ sur dt, donc c'est égal à une constante fois quelque chose qui dépend du temps. Donc si on a la dérivée de quelque chose qui dépend du temps en fonction du temps, on peut le dériver. Par contre, la dérivée d'une constante en fonction du temps fois quelque chose qui dépend du temps, une constante, on peut toujours la sortir de la dérivée. Donc si je vous dis par exemple 2x carré, sa dérivée c'est 2 fois 2x, parce que la dérivée de x carré c'est 2x. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le 2, je l'ai mis de côté, et je l'ai multiplié. Donc c'est ce que je fais ici aussi. Donc le c là, je vais le mettre de côté, je vais le multiplier. Ça fait c fois d de uc divisé par dt. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Dans cette relation-là, ici, je remplace UR par R fois I, et comme I est égal à tout ça, finalement, j'ai R fois I, donc c'est C fois DUC sur dt, plus UC. Et au final, j'ai juste isolé DUC sur dt, donc ça veut dire que j'ai tout divisé par RC. J'ai divisé ici par R fois C, ici par R fois C, ça donne 1, et ici par R fois C. Et j'ai isolé DUC sur dt. Donc ça me donne ça. Au pire, refaites-le chez vous sur un petit bout de papier, c'est rapide à faire. Ça, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis que A sur B, c'est aussi égal à 1 sur B fois A. Donc là, j'ai juste mis 1 sur RC, ou moins 1 sur RC, fois UC de T. Donc ça et ça, c'est la même chose. Pourquoi j'ai mis ces deux choses-là? Pour vous montrer que c'est une... Vous vous souvenez, on a vu ça dans la cinétique, donc le premier chapitre de l'année. C'est une équation différentielle. Pourquoi c'est une équation différentielle? Parce qu'on a une équation, déjà. On a une égalité, donc c'est une équation, où on a ici une fonction qui dépend du temps, une fonction du temps, donc c'est UC, et la dérivée de cette fonction du temps. Donc on a une fonction et sa dérivée, donc c'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle de quelle forme? Y' est égal à AY plus B. Donc le Y, c'est UC, le Y', c'est la dérivée de UC, donc c'est DUC sur DT. A, c'est égal à moins 1 sur RC, donc c'est ce que j'ai mis ici, et B, c'est égal à E sur RC. Ça, c'est important parce que c'est grâce à toutes ces choses-là, au fait de bien distinguer le A, le B, le Y et le Y', qu'on va pouvoir résoudre cette équation différentielle. Donc, comment on résout cette équation différentielle? Donc, la solution d'une équation différentielle de cette forme, donc Y' égale à AY plus B, c'est YG plus YP. Donc, on a une solution générale et une solution particulière. Ces deux solutions, on les additionne pour trouver la solution générale.
la solution qui ne s'appelle pas générale cette fois-ci. Pour trouver la solution de l'équation, c'est la solution générale plus la solution particulière. La solution générale, c'est quoi? C'est une constante fois l'exponentielle de a fois t. Le a, c'est celui-là, et le t, c'est le temps. En mathématiques, c'est pas t que vous avez, c'est plutôt x en général. Mais nous, comme on va souvent des fonctions du temps, donc je mets t ici. Et la solution particulière, c'est yp de t, parce que c'est en fonction du temps, alors qu'en maths, c'est un x, c'est moins b sur a. Donc le b, c'est celui-ci, et le a, c'est celui-ci. Donc finalement, j'aurai, comme j'ai y qui est égal à yg plus yp, donc j'ai ça plus ça. Donc ça donne la solution de l'équation, c'est k fois exponentielle de at moins b sur a, où k est une constante. On va reprendre notre équation qu'on a trouvée dans la diapo précédente. C'était d de uc sur dt est égal à moins uc sur rc plus e sur rc. Donc c'est quoi cette solution? C'est k fois l'exponentielle de a. A, je vous rappelle que c'est moins 1 sur rc fois t. Donc moins 1 sur rc fois t, c'est moins t sur rc, c'est pareil. Plus e. Pourquoi e? Parce qu'on a b sur a. Moins b sur a, pardon. Et moins b sur a, c'est moins e sur rc sur moins 1 sur rc. Donc on a un moins. Donc moins et moins, ça fait plus. Donc e sur rc divisé par moins 1 sur rc, ça fait, je vous rappelle que divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse, ça fait e sur rc fois rc sur 1. Donc les deux rc se simplifient. Il ne reste plus que moins e sur 1, donc moins e. Donc ici on a moins e, donc ça fait plus e. Je ne sais pas si à l'oral c'était clair ce que j'ai dit, mais je n'ai pas voulu refaire toute la démonstration. C'est des choses que vous savez faire vous-même normalement. Donc, au pire, en cours, je vous le ferai. Mais sinon, essayez de le refaire vous-même. Donc finalement, en tout cas, la solution de l'équation, c'est ça. Est-ce que ici, on a terminé la solution de l'équation? Non. Pourquoi? Parce qu'on a bien une solution en fonction de R, C, E, tout ça je connais. C'est des données qu'on peut avoir dans un exercice. Par contre, K, c'est une constante. C'est une constante qui n'était pas dans les données au départ. Donc cette constante-là, il faut bien la trouver sa valeur. Comment est-ce qu'on trouve la valeur de cette constante K? En général, dans les exercices de physique, on revient aux conditions initiales. Ou au pire, on revient à un moment où on connaît la tension. En général, c'est au début que vous connaissez la tension. Dans l'exercice, on vous dit au début, la tension est de temps. Donc si vous connaissez la tension au début aux bornes du condensateur, donc vous pourrez remplacer UC de 0. Donc au début, ça veut dire T égale 0. Ici, en fait, c'est même plus simple que ça. Dans le cas de la charge du condensateur, qu'est-ce qu'on a au début? Comme on a le condensateur qui n'est pas encore chargé, ça veut dire que les armatures n'ont pas encore perdu ou gagné d'électrons. Ça veut dire que leur charge est nulle. Ça veut dire que Q0, Q à l'instant 0, est égal à 0. 0 coulomb. Il n'y a pas de charge encore sur les armatures. Et comme on a vu que Q c'est égal à C fois U, donc si Q égale à 0 à l'instant 0, ça veut dire que C fois U à l'instant 0, c'est égal à 0 aussi. Donc finalement, ça veut dire que la tension aux bornes du condensateur est nulle au départ. Donc là, en fait, on ne vous le dit pas, mais c'est à vous de le trouver, dans ce cas-là. Donc UC de 0 égale 0. Donc là, j'ai les conditions initiales. Donc là, j'ai plus qu'à remplacer T par 0 là-dedans. Donc finalement, j'aurai UC de 0 qui est égal à K fois E exponentielle de moins 0 sur RC, ou moins 1 sur RC fois 0, peu importe, plus E. Donc c'est égal à quoi ça? Donc ça veut dire que je vais reprendre que ça, hein. Le UC de 0, on s'en fout un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc j'aurai K fois l'exponentielle de tout ça, c'est 0. Donc quelque chose fois 0, ça fait 0. L'exponentielle de 0 plus E égale à 0. C'est quoi exponentielle de 0? C'est 1. Exponentielle de 0, c'est comme si c'était E puissance 0. Quelque chose puissance 0, c'est toujours 1. 10 puissance 0, c'est 1. 20 000 puissance 0, c'est 1, etc. Donc j'ai K fois 1 plus E égale à 0. Donc ça veut dire que K est égal à moins E. Donc K plus E égale 0, je passe le E de l'autre côté, ça fait K égale à moins E. Donc j'ai plus qu'à remplacer ici
de K par moins E. Et là, j'ai bien mon équation différentielle qui est de la forme, la solution de l'équation, pardon, qui est de la forme moins E. Donc, je vais remplacer ici K par moins E, fois exponentielle de moins 1 sur RC fois T, plus E. Et si je factorise par E, donc j'ai E ici, donc je factorise, je mets E multiplié par 1, c'était lui, moins exponentielle de moins T sur RC. Moins 1 sur RC fois T ou moins T sur RC, c'est pareil. Donc là, j'ai une fonction de cette forme-là. La solution de l'équation est de cette forme-là. Comme j'ai une exponentielle, vous vous souvenez en cinétique qu'une exponentielle, c'est quelque chose qui est de cette forme-là ou de cette forme-là. Ça dépend en fait. Ici, comme c'est exponentielle de moins T sur RC et qu'on a 1 moins, mais peu importe. Si vous faites ça sur la calculatrice, peu importe, vous trouvez quelque chose de ce type-là. Donc on voit bien qu'on a un condensateur qui se charge. Au début, la tension aux bornes du condensateur était nulle, et à la fin, elle tend vers une valeur qui est fixe. On a une asymptote ici. Et cette valeur, elle est ici. Cette valeur-là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à E. Pourquoi? Parce que si on prend cette fonction-là à l'infini, pour ceux qui font maths ou qui ont fait maths, je pense que tout le monde dans cette classe fait ou a fait maths l'année dernière. Quoique l'année dernière, je ne sais pas si vous avez fait les limites. Si je remplace t par l'infini, plutôt si je fais la limite en l'infini de cette fonction-là, ça fait e fois 1 moins exponentielle de moins l'infini sur RC. Donc l'exponentielle de moins l'infini, moins l'infini, ça fait exponentielle de plus l'infini. Non, je dis n'importe quoi. C'était plus l'infini ici. Plus l'infini, donc comme j'ai un moins ici, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, vous apprendrez, je pense que vous ne l'avez pas fait ceux qui étaient l'année dernière. Je me rappelle maintenant, normalement c'est au programme de terminale. Donc même ceux qui sont en terminale, vous ne l'avez peut-être pas encore fait, l'exponentielle. Donc la limite de l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc comme j'ai 1 moins 0, ça fait 1, multiplié par E, ça fait E. Mais peu importe. De toute façon, vous pouvez vous dire que comme le générateur a une tension de E, et qu'il charge au fur et à mesure le condensateur, donc à la fin, le condensateur aura la charge du générateur. Parce qu'il se charge jusqu'à ce qu'il atteigne la tension du générateur. J'espère être clair, bien que je sache que je ne sois pas très très clair. Donc, comment est-ce qu'on trouve une valeur caractéristique qui est le temps caractéristique? Donc le temps qui est là, c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique. On fait la tangente en 0, donc au point qui est égal à 0 ici. On fait la tangente, et quand ça coupe l'asymptote, ici, donc cette asymptote qui est là, l'asymptote, c'est vous prenez la valeur maximale et vous faites une droite qui est horizontale. C'est pas tout à fait ça, mais bon, on peut dire que c'est ça, ça marche assez bien. Donc là où ça se croise, vous avez en abscisse, vous avez le taux. Et le taux, c'est égal à R fois C. Le petit r fois la capacité du condensateur. C'est quoi ce temps caractéristique, cette constante de temps? Elle vous donne une indication sur la charge du condensateur. Par exemple, quand on est à t égale à taux, imaginez que ce soit par exemple 0,5 secondes, je dis n'importe quoi. Ici, on a 0,5 secondes, ça veut dire que si on est à taux, le condensateur sera chargé à 63% à peu près. Si on a 3 taux, il sera chargé à 95%. Et si on a 5 taux, il sera chargé à 99,3%. Donc, vous pouvez vous dire que à 5 taux, le condensateur est pratiquement chargé, pratiquement totalement chargé. Donc, ça donne une indication du temps. Donc, si vous trouvez le taux, donc vous faites R fois C, vous trouvez le taux, soit en faisant R fois C, soit en traçant cette droite-là, et comme on a fait ici. Donc, quand vous trouvez le taux, imaginez que ce soit à 0,5 secondes, ce taux-là, donc vous vous dites que vous multipliez par 5, ça donne 2,5 secondes. Donc en 2,5 secondes, le condensateur est complètement chargé, à peu près. Ah, j'ai oublié de faire apparaître un autre moment, ça, peu importe. Maintenant, on parle de décharge du condensateur. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a basculé l'interrupteur en position 2.
ça veut dire que le générateur ne va plus servir à rien ici, parce que cette maille n'est pas fermée, elle est ouverte, donc il n'y aura pas de courant qui va circuler ici. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, ils sont ici, donc ils vont vouloir revenir à leur place. Donc l'intensité du courant va circuler dans ce sens-là. Parce que je vous rappelle, l'intensité du courant, c'est comme si c'était des charges positives qui circulaient. Donc les charges négatives circulent dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On met tout en mode, en convention, récepteur. Et la loi des mailles, dans ce cas-là, dit que UC plus UR est égal à 0. Comme tout à l'heure, UR, on sait que c'est égal à R fois I, et I, on sait que c'est égal à dQ sur dt, donc c'est UR, c'est égal à R fois dQ sur dt. Et encore comme tout à l'heure, on sait que Q, c'est égal à C fois UC, donc on sait que l'intensité du courant, c'est égal à dQ sur dt, donc c'est égal à C fois DUC sur dt. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, ça. Donc, pas besoin de tout refaire en réalité, c'est le même truc que tout à l'heure. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Une équation différentielle, mais qui est différente par rapport à tout à l'heure. On obtient donc ça. Donc UR, on sait que c'est égal à R fois I. Cette fois-ci, c'est le grand R, c'est pas le petit r. C'est cette résistance-là. Donc c'est égal à R fois I, et comme I c'est égal à C fois DUC sur dt, ça fait R fois CUC sur dt, R fois C fois DUC sur dt, pardon, plus UC de t, qui est égal à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'on a une fonction et sa dérivée dans une même équation. On va la mettre sous la forme y' est égal à ay plus b. Donc je vais isoler le y', donc la dérivée ici. Donc quand j'isole ça, je passe ça de l'autre côté, ça me fait moins UC. Et ensuite, je divise par RC des deux côtés, ça me fait moins UC sur RC. Donc DUC, c'est égal à moins UC sur RC. Ou alors, pour faire apparaître le petit a, je peux mettre UC à côté, donc ça me fait moins 1 sur RC fois UC sur dt, fois UC de t, pardon. Donc finalement, on a une équation de la forme y' égale ay plus b, mais cette fois-ci, le b, il n'y en a pas. Donc le b est égal à 0. Mais c'est la même chose. Comment on résout cette équation? De la même manière que tout à l'heure. De la même manière que tout à l'heure, il faut que ça vienne. Voilà. C'est en résolvant sa solution générale et sa solution particulière. C'est vraiment pareil que tout à l'heure. Donc on a cette équation qui donne K fois exponentielle de A. C'est quoi A? C'est moins 1 sur RC. Donc moins 1 sur RC fois T. J'ai mis X ici, alors que j'avais mis T tout à l'heure. Je le changerai avant de vous l'envoyer. Donc exponentielle de moins T sur RC, plus combien? Moins B sur A. Et comme B c'est égal à 0, parce que ici, on n'a pas de plus quelque chose ici, ou de moins quelque chose, après, donc B égale à 0. Donc finalement, on n'a rien ici. Donc plus 0. Donc finalement, l'équation, c'est K fois exponentielle de moins T sur RC. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Trouver le K. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on doit faire? Trouver à l'instant initial à quoi était égal UC. Donc UC à l'instant initial, c'est-à-dire au moment où on a basculé l'interrupteur en position 2, le condensateur était complètement chargé. Donc ça veut dire que sa tension était égale à E. On l'a vu tout à l'heure. On a vu en fait qu'au moment de la charge, la tension aux bornes du condensateur passait de 0 à E. Donc ça veut dire que s'il était complètement chargé et que vous passez l'interrupteur en position 2, ça veut dire que la tension aux bornes du condensateur est égale à E quand il était complètement chargé. Donc finalement, je peux dire que UC à l'instant 0, c'est égal à K ici, fois exponentielle de moins 0 sur RC, ou moins 1 sur RC fois 0, c'est pareil, et c'est égal à E, parce qu'au début c'était égal à E. Donc ici j'ai 0, donc j'ai exponentielle de 0, et l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc on a toujours K égale à E, comme tout à l'heure. Pour d'autres raisons, mais c'est toujours K égale à E. Donc l'équation différentielle, c'est celle-ci. La solution de l'équation différentielle, pardon,
Ah, j'ai mis équation différentielle, c'est solution. Je changerai ici aussi. Donc la solution de l'équation différentielle, c'est quoi? C'est E, parce que K égale à E, fois exponentielle de monter sur RC. Donc cette fois-ci, elle est plus simple, celle-ci. Et quand on a une équation de ce type-là, c'est toujours une exponentielle, sauf que c'est l'inverse. Ça va diminuer. Donc c'est une fonction décroissante. Donc là, on voit bien qu'on a une décharge du condensateur. Pourquoi? Parce que on avait une certaine tension aux bornes du condensateur qui était égale à E, et au fur et à mesure du temps, cette tension va décroître jusqu'à 0. Et comment on trouve le temps caractéristique? C'est comme tout à l'heure, on fait la tangente en 0 à la courbe. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin d'asymptote à faire, c'est au moment où ça croise l'axe des abscisses, on a directement le temps caractéristique, quand ça décroît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce temps caractéristique, dans la décharge, ça veut dire qu'il s'est déchargé de 63%. Donc ça veut dire qu'il n'est plus chargé que de 36%, 37%. Donc s'il s'est déchargé de 63%, la même valeur que tout à l'heure il était chargé à 63%, là il s'est déchargé de 63% à taux, ça veut dire qu'il n'est chargé plus qu'à 36%, 37%. Donc 100 moins 63, ça fait 37. Ensuite, à 3 taux, tout à l'heure on a vu qu'il était chargé à 95%, cette fois-ci il s'est déchargé de 95%, donc il ne reste plus que 5% de charge. Et à 5 taux, il est pratiquement déchargé complètement. Donc il est chargé qu'à 0,7%. J'ai oublié de faire apparaître ça encore une fois. Donc équation différentielle, c'est quoi une équation différentielle? Je vous l'ai déjà dit, on l'a déjà fait au fur et à mesure du temps, donc là c'est juste pour vous en fait. Ouais, ça c'est juste pour vous. Pour vous souvenir, c'est un point maths en fait. L'essentiel, je vous l'ai mis ici. J'avais peut-être autre chose à vous dire, mais je ne me souviens plus. Mais je pense que j'ai pratiquement tout dit ici déjà. Donc vous avez l'essentiel. Apprenez bien vos lois, conventions récepteur-générateur, c'est super important. Loi des nœuds, loi des mailles, c'est ça qui vous permet ensuite de trouver, euh, oh, j'arrive plus à parler. C'est cette loi des mailles qui vous permet de trouver cette expression-là, cette équation. Et ensuite, grâce à la loi d'Ohm, on peut passer de cette expression à celle-ci, grâce à la loi d'Ohm et à cette formule-là. Donc ces deux-là sont à connaître pour passer de là à là, ou de là à là, peu importe. Ensuite, pour passer de l'équation différentielle à la solution à l'équation différentielle, il faut savoir le point maths que je vous ai mis juste avant, c'est-à-dire connaître comment est-ce qu'on calcule la solution générale d'une équation différentielle, sa solution particulière, et on additionne les deux. Et ensuite, une fois qu'on a additionné les deux, il nous reste à trouver la constante, et cette constante, pour la trouver, on doit revenir aux conditions initiales. Donc, quelle était la tension à t égale 0? Et ici, je vous ai mis quelques idées du grand oral. Encore une fois, ce sont juste des idées, ce ne sont pas des questions. Donc c'est à vous de développer, sachant que vous pouvez aussi trouver bien sûr d'autres questions. En général, je vous le dis, hein, pour les idées du grand oral, je les trouve dans les livres. Je ne les trouve pas n'importe où. Dans les livres, dans les exercices, dans les types bac, etc. Vous avez toujours un contexte à un sujet. Et dans ce contexte-là, vous avez souvent des idées que vous pouvez prendre pour le grand oral. Donc à chaque fois que vous faites des exercices, n'hésitez pas à vous dire, ça j'aimerais bien peut-être le traiter un peu plus tard et peut-être pas le développer pour une question de grand oral. Donc voilà pour le circuit RC. Je vous dis à bientôt. Au revoir.